Sommaire. Alors, cette magnifique carte du monde. Donc, du coup, il avait dit Lédonia. Bah, je crois qu'on y est, hein, Lédonia. Hein. Et Lédonia, c'est là. Avec la larme du géant. Ah, bien. On est parti. Prologue. Plante citrouille. On va planter des citrouilles. Ah, attendez, je vais juste revoir un petit peu. Voilà, la netteté de la cam. Là, ça me semble légèrement mieux. Bon, au niveau du texte, je suis désolé, la cam n'est pas extra, mais au moins, vous pourrez voir ce qui se passe. Alors, prologue. Plante citrouille. Ce dernier corps que vous traînez sur vos épaules pèse très lourd. Sans doute parce que c'est celui de votre mère. La dernière à avoir succombé à l'épidémie de la peste du fer, qui vient de dévaster la région en seulement quelques semaines. Vous la jetez sur le bûcher où brûle déjà le reste de votre famille et de vos souvenirs. La mort empeste tout le hameau de Plante Citrouille, au milieu duquel se tient la ferme de vos parents. Votre ferme désormais. Du moins ce qu'il en reste. Les quelques maisons resserrées autour du grand puits sont désormais vides. Seules les silhouettes de quelques poules déplumées et de la bourrique de la vieille Brunhilde errent dans les fumées crématoires. Lorsqu'un battement d'ailes vous fait lever les yeux au ciel, vous voyez une nuée de corbeaux voler au-dessus du gigantesque feu. Et quand l'un d'eux pose sa fiente dans le brasier, vous soupirez à haute voix. Ça y est, il n'y a plus de respect. Seul sous un ciel nuageux, vous observez ce qui reste de votre vie et repensez au temps où l'odeur des champs de citrouilles embaumait la plaine qui s'étend au-delà des barrières de votre hameau. Vous vous rappelez leur poids quand vous les chargiez dans les charrettes qui partaient pour les marchés des villages alentours. Plante Citrouille, votre petit lieu-dit inexistant au milieu des vastes terres d'Erener, jouissait autrefois d'une petite réputation locale pour ses légumes tendres et sucrés. Même certains marchands d'Arcadie allaient jusqu'à traverser tout le continent pour s'en procurer et les revendre aux nobles décadents de la richesse et lointaine contrée de Valoisie, toujours prêts à mettre le prix pour proposer à leur table des mets les plus fins et les plus exotiques. Rien de bien fin ou d'exotique au sujet d'une citrouille cependant, et votre vie jusqu'alors reflète assez bien cette réalité. Dès l'instant où vous saviez marcher, votre existence a été consacrée à la ferme. Vous avez aidé votre mère au champ, frotté les sols, les écuries, et ramassé les bouses pour le fumier de votre voisin sans jamais vous plaindre. Les seules éclaircies dans cette monotonie infâme, vous les deviez à l'occasionnel voyageur, aux marchands extravagants ou aux rares mercenaires qui faisaient escale dans votre minuscule bourgade. Les derniers étaient cependant, vous aviez eu la chance de pouvoir voyager un peu avec votre oncle Fanta et de parcourir avec lui les vertes plaines d'Erener jusque sur l'autre côté pour y vendre divers bibelots et y troquer quelques outils. Un souvenir chaleureux mais teinté d'amertume puisque ces voyages se terminaient toujours à Plante Citrouille où vous attendez une vie monocorde éternelle, une vie fantôme désormais. Hanté seulement par le son des animaux et de crépitement des flammes qui dévorent avidement les chairs mortes de vos proches, vous réalisez que plus rien ne sera jamais comme avant. Et tant mieux parce qu'en soi, c'était vraiment une vie de merde, déclarez-vous au corbeau. Un choix s'impose à vous désormais. Que faire de votre jeune vie ? Répandre les cendres des morts sur les champs, prier pour que les citrouilles repoussent et reprendre le flambeau de la ferme familiale ? Ou honorer le souvenir de feu votre grand-père qui, avant de prendre sa retraite au milieu des légumes, a laissé son empreinte sur toutes les terres du continent d'Alkior. Pour vous, il a toujours été Papy Citrouille. Pépé Citrouille. Mais vous entendez encore votre mère vous raconter ses aventures invraisemblables, toujours plus extravagantes les unes que les autres. Vous vous souvenez que vous étiez fasciné par les histoires qu'elle vous narrait au coin du feu. Des contes d'épées, de dragons, de guerres, de temples engloutis et de royaumes en flammes. La légende d'Uther la dent dure a bercé votre enfance et a inexorablement fait germer la graine de votre imagination. Après avoir semé la mort aux quatre coins du continent, la légende disparut d'un seul coup. L'invincible Uther la dent dure se réveilla un matin et tout avait changé. Le goût du sang ne lui chatouillait plus les papilles, les hurlements de ses victimes ne sonnaient plus comme une douce sérénade à ses oreilles, et ses doigts plongés dans les entrailles de ses ennemis ne dégageaient plus les fragrances des jours heureux. Un autre destin l'appela et il endossa joyeusement les haillons de Pépé Citrouille.
Dès lors, il ne planta plus de dagues, mais des graines, n'arracha plus de têtes, mais des mauvaises herbes, et ne trancha plus que la gorge de ses poulets. Il construisit cette ferme et adopta un style de vie sobre et discret, fuyant sans doute l'ombre de ses batailles passées. Vous avez toujours trouvé cette soudaine reconversion extrêmement curieuse, mais maintenant, vous serait-il possible de faire l'inverse? Abandonner la ferme et construire autre chose? Vous étiez trop jeune pour bien vous souvenir de lui, mais la mémoire d'un conseil qu'il vous a donné un jour, en vous tapotant la tête avec affection, vous a marqué à jamais. C'est bien, Billy. Et souviens-toi de bien respirer. Respirer, c'est important. Ce seul et unique conseil a forgé votre caractère. Vous prenez une grande inspiration. Après tout, respirer, c'est important. Vous êtes Billy, et votre destin n'est plus ici. Mais que faire? Allez en deux. Deux! Vous savez, je sais compter en même temps. Soudain, un grognement vous arrache à votre rêverie. Un coup d'œil vers une charrette que vous connaissez bien vous fait comprendre que vous n'êtes plus seul. Cependant, descendant péniblement de son véhicule, ce cher Fanta a choisi un jour bien funeste pour faire son retour après plusieurs mois sur les routes. Son iconique « Salut à tous, c'est Fanta » est pour cette fois absent. Debout à côté de sa charrette, il vous fixe d'un regard bienveillant, le même que celui qu'il avait le jour où il décida de vous prendre sous sa coupe pour des raisons qu'il ne vous a jamais dévoilées. Il fit de vous un apprenti appliqué, vous permet d'intégrer les règles d'or du parfait cultivateur et d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur une partie du monde qui vous entoure. Votre premier voyage ensemble jusqu'à Nouvelle-Azur, avant que la ville côtière ne soit encore détruite par une énième raid cranélornien, restera comme la plus grande expédition que vous ayez jamais entamée de votre jeune existence. Le poids des quelques écus touchés grâce à votre première vente de citrouille vous chauffe encore le creux de la main. Pour vous, cet homme est un oncle, un mentor et un ami. Sa présence et son petit sourire gêné chargent soudain cette matinée d'un étrange espoir. Après plusieurs mois d'absence de sa part, vous ne pensiez pas le revoir d'aussitôt, et son retour est peut-être un signe. Vous laissez le barbecue familial derrière vous afin de l'approcher. Après une embrassade bourrue, vous prenez la parole. J'ai bien peur que t'aies pas choisi le meilleur moment. Comme tu peux le voir, il y a plus grand chose pour te recevoir. Ou plus personne, me verrez-vous un nœud dans la gorge. Je pense au contraire que je n'aurais pas pu choisir meilleur moment pour arriver, et je peux t'assurer que tu ne resteras pas seul dans cette épreuve. Vois-tu, j'étais venu pour 2 raisons. T'offrir un dernier cadeau avant de partir pour la côte et m'assurer que la peste de fer avait épargné cet endroit. Je suis attristé de constater que ce n'est pas le cas. Vraiment pas de chance. Ça touche tout le monde au hasard et il a fallu que tout le monde y passe ici. Sauf moi. Je sais bien que brûler les corps ça sert à rien, mais j'ai pas le cœur de les enterrer seuls. À moins que tu... C'est un peu tard pour ça, mon garçon. Dit Fanta en vous tapotant l'épaule et en regardant les flammes du feu de joie consumer les derniers restes des habitants du village. Mais tu as quand même bien fait. Je pense néanmoins qu'il est temps pour toi de changer d'air et de partir. Et c'est pour ça que je suis ici. Partir? Mais pour aller où? J'ai pas d'argent et la récolte est pour bientôt. Je sais même pas comment je vais m'en sortir tout seul. Oublie les citrouilles, mon garçon, et ouvre les yeux. Plus rien ne te retient ici. Je suis trop vieux pour t'accompagner. Mais pour le meilleur et pour le pire, tu es libre maintenant. Trop vieux? T'as la même tête que quand j'étais petit. Merci, petit. Mais je ressens quand même le poids des années. J'ai quelque chose pour toi. Avant que vous ayez le temps de l'interrompre, il ouvre l'énorme coffre à l'arrière de sa charrette et revient avec un sac étrange d'une couleur inhabituelle. Lorsqu'il vous tend l'objet, vous le regardez avec incompréhension. Un sac? Un gypsière? Une gypsière? Mais l'homme se fend d'un petit rire. Essaye de mettre ton bras dedans, pour voir. Intrigué, mais non sans appréhension, vous plongez votre main dans le sac avant de vous rendre compte que vous ne sentez pas le fond, ni votre bras d'ailleurs. D'un cri de panique, vous le retirez immédiatement, et observez que votre main est toujours là. Mais, comment? C'est de la magie! Demandez-vous toujours aussi éberlué. Un ancien artefact que j'ai obtenu durant mes voyages. Tu m'as souvent demandé comment je faisais pour transporter plus de marchandises que j'en avais sur la charrette, et maintenant... Tu connais mon secret. Mais alors toutes ces fois où tu m'as fait faire l'inventaire? Oui, s'exclame-t-il en riant. Je faussais ton résultat juste après. La tête que tu faisais à chaque fois. Malgré les rires moqueurs de Fanta, votre attention reste fixée sur l'étrange objet. Sentant votre question, il poursuit. Pour récupérer ce que tu aimais, rien de plus simple.
Il te suffit d'y penser quand tu y plonges la main et il reviendra à toi. Prends-en grand soin, mon garçon. Mais tu dois absolument le garder avec toi, Billy. Quoi qu'il en coûte. L'abrupt changement de ton de votre mentor vous fait lever les yeux vers lui. Soudain, il vous saisit avec les épaules d'une poigne de fer, d'une lueur mystérieuse et urgente dans les yeux. Promets-le-moi. Promets-le. Ouais, je promets. Balbutiez-vous en serrant le sac contre votre cœur. Attendez, je recentre un petit peu. Après un bref instant, votre ami vous relâche et continue comme si de rien n'était. Bien. Et maintenant, va récupérer tes affaires. Je vais te donner quelque chose pour finaliser ton voyage vers la capitale. Et souviens-toi de ce que je t'ai appris. Prends ton destin en main, oublie ce qui sert à rien. Répétez-vous machinalement. Je m'en souviens encore. Mais pourquoi la capitale? J'y suis jamais allé. Je t'expliquerai juste après. Maintenant, dépêche-toi. Reconnaissant le ton autoritaire de votre ancien mentor et craignant que son étrange intensité ne reprenne là-dessus, vous vous empressez de retourner dans votre ferme pour assembler quelques rations frugales et un nécessaire de voyage basique. Si vous avez déjà choisi les objets que vous souhaitez emporter dans les pages de règles de l'aventure, continuez selon votre caractère. Sinon, faites votre choix et découvrez votre Billy intérieur avant de revenir ici. Du coup, je suis un Billy, on le rappelle, Billy débrouillard. Donc, si vous êtes un Billy débrouillard, continuez en 44. Voilà. Malgré l'aspect pratique de votre nouveau sac, vous n'y glissez que la partie la plus encombrante de votre équipement. N'étant pas très à l'aise avec son fonctionnement, et encore choqué de la disparition de votre bras à l'intérieur, vous choisissez de garder vos rations et votre équipement de voyage sur votre dos, juste au cas où. Lorsque vous sortez de votre maison, Fanta vous lance. Eh bien, tu as fait vite mon garçon. Et je t'ai même pas entendu. T'as toujours été discret. Quand j'ai vu que l'argent que tu avais ramené de nos voyages n'était pas suivi de nos ventes de citrouilles, j'ai compris que tu étais plutôt malin. Tu iras loin, Billy. Fanta ne semble pas avoir fini de rassembler ce qu'il souhaite vous donner, mais vous pouvez décider d'aller quand même lui parler en 28, ou tenter de récupérer quelque chose d'utile dans les huttes vides de plantes citrouilles en 106. On va fouiller, hein. On va aller en 106. Par contre, je vais un petit peu loin. Encore un peu loin. 106. Anarché de votre tout nouvel attirail, vous laissez Fanta et sa fouille et entreprenez la vôtre. En quête de n'importe quoi d'utile, vous remarquez juste à côté du bûcher un objet brillant. Et qui dit brillant, dit valeur. En cas de besoin, tout ce qui a de la valeur peut servir de monnaie d'échange. Le bijou moitié or, moitié obsidienne représente deux oiseaux dos à dos. Un aigle d'or d'un côté et un corbeau noir de l'autre. Qu'importe l'origine de ce symbole, ce truc doit valoir une petite fortune. Ayant trouvé ce qu'il cherchait, Fanta s'approche de vous et remarque « Cette broche était un cadeau de ma part à ton ancienne voisine. Prends-la, elle te servira sans doute plus qu'à elle. Le motif est superbe. D'où ça vient ?» demandez-vous en tournant le petit objet entre vos doigts. « Oh, c'est un bijou qui m'a été offert par un marchand que j'avais sauvé avec un ami il y a longtemps. » Un ami? Je le connais? Pas encore, j'allais y venir. Vous glissez la broche dorée dans votre sac et écoutez la suite auprès de Fanta en 32. Donc objet récupéré, broche dorée. Et on repart en 32. Ah, on y arrive, 32. T'as minutieux, Fanta vous inspecte un instant avant de comprendre, de reprendre. Superbe image d'ailleurs. Sur la route vers l'ouest, mon garçon, et une fois à la capitale, cherche l'auberge du barbare hydraté. Elle est en ligne droite par rapport à l'entrée de la ville. Difficile de la rater, vous annonce-t-il. Une fois dedans, cherche un homme quasiment nu répondant au nom de Pyro-Barbare et présente-toi à lui. Hein? Pyro-Barbe qui? Pyro-Barbare, petit. C'est comme un barbare, mais qui met le feu. Ça a l'air terriblement dangereux. Pour les autres, ouais. C'est un ancien ami à moi du temps où j'étais mercenaire. Il me doit une faveur et ne pourra pas te refuser assistance. Entendu. Et ensuite? À ces mots, Fanta vous observe pendant quelques secondes, le visage drapé d'une expression indéchiffrable, son regard perdu sur un point situé loin ou longtemps derrière vous. Son visage s'illumine soudain. Tu sauras quoi faire en temps voulu, mon garçon. J'en suis certain. Ah, et prends ceci. Tu n'en auras pas besoin, mais c'est toujours rassurant d'en avoir. Il vaut tant une bourse à moitié pleine que vous considérez plutôt comme à moitié vide. C'est pas grand chose, mais c'est la part des bénéfices de ce que j'ai vendu à plantes citrouilles. C'est pas 2 millions de pièces d'or, mais laisse-t-il traîner en haussant les épaules. Merci Fanta.
ajoutez-vous le cœur gonflé. On a tellement fait pour moi, je sais pas comment je pourrais te remercier. En revenant me voir sur la côte quand tu seras riche et célèbre, pardi, éclate-t-il de rire avant de vous serrer dans ses bras. Plus sérieusement, fais attention. Et n'oublie pas le sac, mon garçon, t'en auras besoin. Le sac. Merci Fanta, pour tout. Dites-vous avant de finalement prendre la route vers l'ouest et de vous éloigner de votre ami, laissant sa silhouette et celle de votre village s'effacer dans la distance. Oh oui, il en aura besoin, murmure le vieil homme en levant les yeux au ciel sans que vous ne puissiez l'entendre. Seul sur la route pour la première fois de votre vie, vous suivez le chemin en direction de la capitale d'Erener, la grande cité de Vénonia, en 43. Eh ben, quel début d'aventure, hein. Quelque part dans le monde, assis en haut d'une montagne colossale, un homme massif orné d'un casque à cornes de bouc se penche sur un tourbillon de brume tournoyant à ses pieds. Son trône imposant se tient sur un monticule composé uniquement d'épées rouillées, de glaives ébréchés, de lances brisées et de boucliers fendus. S'ajustant sur son siège lui aussi fait d'armes abandonnées, Zarkan, dieu des duels et de l'honneur, contemple le monde des mortels situé sous l'océan de nuages, duquel dépasse son sommet d'acier tantôt étincelant, tantôt souillé par le sang des batailles. Son visage concentré, dont seule la partie inférieure est visible, se tord dans un rictus s'approchant presque de la satisfaction. Aurait-il trouvé un programme intéressant ? Détachant l'une des cornes de son casque pour y boire un alcool divin, Zarkan ne tourne même pas la tête lorsqu'un portail runique s'ouvre sur la droite. De la lumière aveuglante surgit une grande femme aux formes longilignes. Si son visage sévère arbore un sourire empli de tendresse, ses yeux, eux, restent fermés. Vêtue d'une cuirasse et d'une jupe cloutée, Athéla, déesse de la guerre et de la paix, tient fermement une épée dans une main et un bouclier dans l'autre. Au centre des deux objets se trouve un œil unique d'un vert éclatant qui fixe du regard le trône du dieu guerrier. S'approchant lentement, la déesse parle d'une voix douce mais alerte. « Cela fait bien longtemps que tu ne m'avais pas appelé, mon bel ami. Qu'y a-t-il » répond Zarkan en faisant un petit mouvement de la tête en direction du tourbillon. Les yeux clos, Athéla brandit alors son bouclier au-dessus du bassin afin de scruter le contenu avec son œil ardent. « Oh !» laisse-t-elle échapper avec un flegme amusé. « En effet, préviens Edir. Ça va se passer sur son domaine. »« C'est un service que tu me demandes ?» dit-elle d'un ton amusé. « Me le ferais-tu ?»« Me le ferais-tu ? Je ne dis pas ça. C'est juste d'une rare gentillesse de ta part, voilà tout. » Pour toute réponse, le dieu guerrier renifle bruyamment et engloutit une autre gorgée de son hydromel sacré. Le voyant aussi taciturne que d'habitude, Athéla continue. « C'est lui, n'est-ce pas ? Cela fait longtemps qu'il n'a pas essayé quelque chose. »« Véter, » confirme sombrement Zarkan. « Et sans prévenir cette fois. Ce n'est pas très fair-play de ta part. D'ailleurs, s'il ne t'a pas prévenu, comment as-tu su où regarder ?» À cette question, le colosse s'affaisse contre la bannière déchirée qui lui sert de dossier et soulève un coin de ses lèvres. D'une voix résonnante comme une éternité de bataille, il murmure « J'ai mes sources » et finit de s'installer confortablement, un air satisfait sur son visage pourtant inexpressif. Les deux divinités observent ainsi le tourbillon de brume miroitant qui virevolte sous leurs regards, reflétant silencieusement les cris, les larmes et les joies du monde des mortels. Continué en 68. Alors, 68... Voilà. Le territoire de Plante Citrouille s'arrête précisément au sommet de la petite colline qui surplombe le village. C'est là, au lieu-dit des trois bouleaux, que débute officiellement la route principale vers la capitale du royaume d'Erener. Après quelques lieues de marche, vous remarquez sur le bord de la route un petit hôtel à la gloire de Bitume, l'esprit protecteur des chemins de terre et des sentiers alentours. Une offrande à cette dignité locale garantit aux voyageurs une route paisible, sans nid de poule ni glissement de terrain. Et lorsqu'on voyage à bord d'une charrette bondée de citrouilles, ce genre d'assurance s'avère indispensable. Malheureusement, même si vous en aviez une, les quelques pièces que vous avez sur vous seraient trop limitées pour vous le permettre. Vous jetez un dernier coup d'œil vers votre ferme natale, étranglée par une épaisse fumée noire. Après un bref instant de recueillement, vous reprenez la route sans vous retourner.
Bien que quelques heures séparent votre ancien hameau de la capitale, vous préférez ne pas trop traîner. Certes, les Rainer est une contrée en paix, dont les habitants sont essentiellement composés de fermiers et de marchands, mais son commerce en plein essor attise souvent l'appétit des brigands de ciel avare ou de royaumes voisins d'Isbor. Et les attaques sur les caravanes de marchands ou les voyageurs isolés sont rares, mais pas inconcevables. Si vous disposez du pamphlet ou de la lettre de recommandation, vous pouvez décider de faire une pause en 255 afin de lire ce que Fanta a écrit pour son ami. Si vous ne désirez pas le faire, que vous ne savez pas lire ou que vous n'avez pas la lettre, dirigez-vous directement en 73. Bah du coup, j'ai pas eu la lettre de recommandation. Tant pis. Je vais direct en 73. Du coup. 73. C'est là. C'est seulement en fin d'après-midi, fatigué par votre marche soutenue, que vous apercevez dans la lumière dorée du soir les faubourgs de Lénonia, la fameuse capitale des Rainer, dont Fanta et la plupart des voyageurs de Plante Citrouille vous ont maintes fois raconté les charmes, les vices et les mystères. Depuis ses abords, la ville semble très largement à la hauteur de sa réputation. Par-delà les cités, c'est d'abord la chaîne de montagnes à laquelle elle s'adosse qui retient votre attention. Cette gardienne bienveillante s'avère être le rempart naturel contre toute invasion initiée depuis le nord. S'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, elle tranche le continent d'Alkior en deux, séparant les planteurs de citrouilles des barbares sanguinaires. Si votre mémoire est bonne, vous vous souvenez que la barrière montagneuse sépare les territoires du nord et du sud, et tranche le visage du continent d'Alkior d'est en ouest sur des milliers de kilomètres de roches, de neige et d'altitude mortelle entre Cielavar et l'est des périlleuses vallées venteuses de l'ouest. C'est donc sous l'un de ces gigantesques crocs du loup que la ville de Lénonia se blottit. Et vu la menace barbare qui grouille dans les terres de Cranlorn, au nord, c'est plutôt une bonne chose. Votre première impression de la ville est celle d'une citadelle couverte sur le monde, comme dans les livres d'images que vous lisez les baladins itinérants. Malgré les murailles de plusieurs mètres de haut, ces portes sont grandes ouvertes et vous vous engouffrez au cœur de la cité. Si vous souhaitez prendre le temps d'observer la ville avant de vous rendre à l'auberge, allez en 239. Si vous préférez plutôt presser le pas en direction de la taverne, allez en 115. On va aller en 239. C'est loin. 239. 239. Ouais, c'est ici. Vous vous promenez dans la grande avenue qui débute depuis la porte et qui s'avère être davantage une rue étroite, irrégulière et privée de courant d'air. Tout au long de cette avenue, votre nez subit de sa première agression par une odeur d'à peu près tous les parfums. Un arôme d'oignon frit accompagné d'un soupçon d'excréments frais et de relents de vinasse se mêle aux effluves de terre mouillée et de quelques flaques d'eau croupie qui tapissent le sol. Généralement, les routes pavées sont un luxe réservé aux quartiers huppés, et de toute évidence, celui de la porte sud n'en est visiblement pas un. Les ordures, les eaux stagnantes et les quelques cochons qui s'y vautrent joyeusement ne dérangent cependant pas la bonne tenue du commerce ni la bonne humeur des citadins. Vous voyez des gens grouiller près des étalages, crier sur la place ou même chanter au pied de rangées de maisons aux couleurs hétérogènes. Au milieu des charpentes grossières et des murs inégaux s'étendent d'innombrables échoppes de marchands, de camelotes et de forains. Ici, les artisans sont les seigneurs des lieux, et le tablier traditionnel semble être l'habit de choix pour les citadins moyens. La pluie de la veille ayant formé une rue en marécage, vous constatez que les plus fortunés se déplacent à cheval et les plus astucieux marchent sur des échasses. Très original. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose à boire. Vous progressez dans ce joyeux cloaque d'où surgissent fréquemment des maladies au nom exotique telles que le mal des ardents ou encore le feu sacré. Au bout de l'avenue, vous entendez le son d'une corne. Non, c'est pas ça. Au bout de l'avenue, vous arrivez sur une petite place ronde miraculeusement pavée et en relativement bon état. Une bonne âme fortunée du quartier, sans doute lasse de saloper ses beaux souliers, aura eu la généreuse idée de financer le pavage de l'endroit.
D'un coup d'œil rapide, vous cherchez du regard l'enseigne de la taverne. Au bout de quelques secondes, vous trouvez un bâtiment orné d'une vieille plaque rouillée sur laquelle vous déchiffrez « Eau barbare hydratée ». Heureux d'avoir trouvé l'endroit aussi facilement, vous pouvez vous pousser la porte en 115. D'ailleurs, on déchiffre « Eau barbare hydratée », mais peut-être qu'on ne sait pas lire. Voilà. Alors, le 115. Suivant les instructions de Fanta à la lettre, vous poussez la porte de la taverne. Immédiatement, vous êtes assailli par une forte odeur de sueur ainsi que d'un fumée de ragoût auquel succède un silence assourdissant et une moiteur écrasante. Soudainement intimidé par l'ambiance de l'endroit, vous vous reprenez en main et avancez d'un pas ferme. Après tout, ce n'est pas une petite odeur de renfermé et un ragoût aux ingrédients indéterminés qui vont vous empêcher d'entrer. Pendant quelques instants, seul le bruit de vos bottes et les sons étouffés de l'extérieur osent briser le silence de la salle. Derrière son comptoir, une dame d'âge moyen à la poitrine généreuse vous observe d'un air renfrogné. Le plus discrètement possible, vous déposez votre barda de voyage sur le sol et vous vous installez sur un tabouret trop grand pour vous. Si vous souhaitez d'abord jeter un coup d'œil au lieu et à sa citadelle, à sa clientèle, allez en 23. Si après avoir fait trop de route, vous trouvez qu'il fait trop froid, commandez un verre en 30. On va aller en 23. Je suis pas assailli par le froid en général. Vos yeux ne sont pas encore habitués à l'obscurité relative des lieux, il vous est difficile de deviner les détails des gens assis sur les tables derrière vous. La plupart sont armés, mais une ambiance solitaire et détendue semble régner. Si vous ne faites pas trop de grabuge et évitez de vous faire remarquer, vous pouvez sans doute trouver votre homme ici. Vos pensées sont immédiatement interrompues lorsqu'une main féminine tapant contre le comptoir vient briser le silence. La tenancière lève un sourcil en vous foudroyant du regard, et après une seconde, vous réalisez ce qu'elle vous demande. Allez en 30. Ça va, c'est juste à côté, on n'a pas très loin à aller. Superbe. Voilà. Vous vous repositionnez sur votre siège avec la ferme intention de commander à boire, mais c'était avant que votre gosier ne s'assèche devant le regard calcinant de la tenancière qui vous fixe toujours. De l'eau, s'il vous plaît, madame. Peinez-vous à articuler. D'un pincement de lèvres, la matrone se met sur la pointe des pieds pour saisir une bouteille remplie d'un liquide clair situé tout en haut de l'étagère. Vous jetez un regard discret pour essayer de déterminer son contenu, mais l'étiquette arrachée ne vous donne aucune indication. L'odeur alcaline du liquide emplit la pièce tandis qu'elle vous verse une toute petite rasade dans une chope minuscule avant de la faire racler sur le comptoir dans votre direction. Merci, chuchotez-vous sans réfléchir, fasciné par le bruit sifflant que fait maintenant votre fer pourtant immobile. Vous saviez que l'eau de la campagne était supposément plus saine que celle de la ville, mais vous ne vous attendez pas à ce que l'eau de la ville tente activement de vous agresser non plus. Avant que vous ne puissiez finir votre pensée, une voix puissante mais douce résonne à vos oreilles. Je serais toi, gamin, je boirais pas ça. Vous tenez légèrement la tête et regardez votre interlocuteur. C'est à se demander comment vous avez pu ne pas le remarquer en entrant. Une chevelure de lion, des bras comme des tonneaux et une mâchoire de granit qui achève un visage taillé à la sterpe. Ses petits yeux obscurs en disent long sur la force et l'expérience de cet individu possède et il dégage néanmoins quelque chose de rassurant. Un rapide coup d'œil vers lui vous permet de remarquer qu'il n'est pas frileux. Il arbore pour seul apparat un collier aux motifs étranges et une culotte de fourrure ceinte d'une simple lanière de cuir soutenant une épée courte et une hache ornée d'un crâne. Les innombrables rayures qui sillonnent celle-ci prouvent que, comme son propriétaire, elle a vu de nombreuses batailles et y a survécu. Tandis que vous observez discrètement votre voisin, il reprend la parole. Je veux dire, même si j'étais moi, je boirais pas ça. J'ai déjà vu un sortor boire une fois et il en a bu qu'une fois. Malgré son air nonchalant, vous sentez que le géant continue d'observer discrètement votre réaction. Comme quand on remarque un bruit que lorsqu'il s'arrête, vous entendez que tout le monde retenir son souffle. Une tension palpable s'est installée dans la salle, brisée seulement par le bruit du chiffon de la tenancière nettoyant nerveusement une chope. Suivez le conseil de votre voisin en 35 ou ne le suivez pas en 257. Je bois ou pas? Je sais pas.
Vas-y, je bois. 257. Je suis un gros alcoolo. Non, c'est pas vrai. Alors, 257, 257... Ah, pas assez loin. 257, on y est. Oh, et puis merde, marre de passer pour un gamin, marre d'obéir à tous ceux qui vous parlent avec une voix un peu grave, marre de toujours faire ce que les autres vous disent. Votre nouvelle vie est aussi l'occasion d'exister par vous-même et de faire exactement ce dont vous avez envie, même si c'est des grosses conneries, car ce sont désormais vos conneries. Vous videz le verre d'un seul trait, ne serait-ce que pour fermer son clapet à ce voisin de part qui vous toise, alors que vous vous retournez vers lui pour lâcher un cri de victoire, vous êtes stoppé net dans votre élan. Le jus acide semble joyeusement dissoudre votre oesophage avant de déclencher un brasier innommable dans vos boyaux. Il mène un duel acharné avec votre estomac pour savoir qui digérera l'autre pendant que vous restez paralysé sur votre tabouret. Votre visage passe par toutes les couleurs avant que votre système digestif n'emporte finalement la victoire dans un gargouillement sonore. Avant même que vous ne puissiez articuler un mot, le géant vous coupe le souffle d'une grande claque dans le dos en riant. Impressionnant, gamin. J'ai jamais osé demander ce qu'il y avait dedans. Personnellement, j'aiguise mes lames avec. À ces paroles, toute la pièce éclate de rire. Tout mon respect, petit. Je sais pas en quoi t'es fait, mais c'est du coriace, finit-il. Vous levez la tête vers le tenancière qui vous adresse un sourire éclatant. Si quelques instants auparavant, elle vous semblait aussi... Pardon. Si quelques instants auparavant, elle vous semblait aussi intimidante et sévère qu'une directrice d'école, son visage s'est transformé. C'est maintenant une femme fière et radieuse qui s'apprête à vous reverser un autre verre du même beurrage infect que vous déclinez poliment, mais fermement. Félicitations, vous perdez 2 points de vie, mais vous êtes un guerrier, vous gagnez 1 point de gloire. Ah, bon, bah écoutez, je perds 2 points de vie. C'est un peu con. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Mais voilà. Bon, j'ai fait le con. Shit happens, j'ai envie de dire. Voilà. Si vous disposez de la lettre de recommandation de Fanta, allez en 105. Dans le cas contraire, votre aventure continue en 345. J'ai pas la lettre. J'ai toujours ce putain de badge doré. Donc 345. Un peu loin. Toujours loin. Toujours loin. Toujours loin. C'est loin. 345. Ouais. Avant de briser la glace, même timidement avec votre voisin de comptoir, vous vous empressez de lui poser la question qui vous a amené ici en premier lieu. Excusez-moi monsieur, mais... vous connaîtriez pas un Pierrot barbare dans le coin ? Aussi rapidement qu'a été venue, l'ambiance de la pièce disparaît encore une fois. Vous persistez néanmoins. Mon ami m'a dit que je pourrais le trouver ici, mais je connais personne dans le coin. D'un geste lent et délibéré, l'homme assis à côté de vous déglutit une puissante gorgée du contenu de sa chope avant de se retourner dans votre direction. De la manière dont toute la pièce vous fixe, vous êtes saisi d'une réalisation soudaine. Eh, monsieur, c'est vous ? C'est vous, Pierrot barbare ? Un reniflement moqueur éclate au fond de la salle avant qu'un regard noir du géant ne le réduise au silence. Son corps semble tendu comme un tigre prêt à bondir, mais sa voix poursuit calmement. Tout dépend, petit. Tu lui veux quoi au Pierrot barbare ? C'est mon ami Fanta qui m'a dirigé ici. Il m'a dit qu'il fallait que je vous trouve dans cette taverne. À l'évocation de votre ami commun, vous voyez l'homme jeter un bref coup d'œil à votre sac avant de vous demander. Une 40aine de printemps passés, l'air jovial, toujours avec des plans qui paraissent foireux, mais qui finissent par marcher, ou on ne sait pas trop comment, des cheveux longs tressés avec une natte, des cheveux... Vous étonnez-vous avant d'ajouter sur un ton soupçonneux, il est chauve. Un bref instant de silence tendu s'écoule avant d'être brisé par le rire tonitruant du barbare. Tous les habitués l'accompagnent en riant à leur tour. Un homme aux longs cheveux bruns lui lance du fond de la pièce. « Bah alors mon grand, qu'est-ce que t'essayes de piéger le petit ? Tu vois bien qu'il a plus de jugeote que toi. D'habitude c'est les emmerdes que t'attires pas les gosses. »« Oh, ferme-la Frédéric. Tu vois bien que c'est clairement les deux de ce coup-ci. » lui répond le barbare en riant avant de se retourner vers vous. « Désolé pour ça petit, mais de nos jours on n'est jamais sûr à qui se fier. Les amis de mes amis sont a priori pas mes ennemis, mais tu sais ce que c'est.
Vous respirez avant de vous réinstaller péniblement sur votre tabouret pendant que le géant poursuit. Mais enfin, le vieux loup de Fanta m'a contacté il y a 5 jours et m'a demandé d'attendre ici qu'il se passe un truc. Tu sais bien comment est ce vieux fou. Quand il a une idée derrière la tête, ça finit toujours par marcher. Ouais, justement, d'ailleurs, il m'a dit de vous retrouver ici, mais pas ce que qu'on était censé faire ensuite. Faisant une moue dubitative, le barbare contemple le fond de sa boisson et semble prendre une décision. Je vais être sincère, je sais pas non plus. Ce que je te propose, gamin, c'est qu'on aille ailleurs. Laisse-moi finir ma corne et... Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un bruit retentit à la porte en 41. Oh mon dieu, de l'action 41. 41. Passez. Ah, pas assez non plus. Assez. Votre discussion est interrompue par le grincement de la porte de l'auberge. Avant même d'apercevoir les nouveaux arrivants, vous êtes assaillis par une odeur de sueur encore plus puissante que celle qui vous a accueilli dans le tripot. En tournant la tête, vous voyez une unité de créatures faire leur entrée. Ouais. Pour en avoir déjà entreaperçu quelques-uns qui passaient par votre village, vous reconnaissez immédiatement qu'il s'agit d'orques. Ceux-ci sont flanqués de leurs habituels visages patibulaires et leurs épaisses peaux bleues cachent une musculature plus tassée que celle des humains. On peut parfois en voir descendre quelques-uns de la contrée de Cielavar, où ils travaillent comme mercenaires. S'il est dit que ces guerriers rustiques ont un muscle à la place du cerveau, il est dit aussi qu'ils savent s'en servir, généralement en mettant des coups de tête à ceux qui disent qu'ils ont un muscle à la place du cerveau. Et voilà. Superbe illustration d'ailleurs. Contrairement à la nature solitaire, ceux-ci se déplacent en groupe particulièrement disciplinés et arborent tout un symbole que vous n'aviez encore jamais vu. 2 points rouges au milieu d'une tache noire dessinée de manière grossière sur un brassard. Vous pouvez le voir ici. Si les habitués de la taverne n'apparaissent pas agités devant ce défilé, vous remarquez que certains d'entre eux glissent doucement leurs mains vers la poignée de leur arme. Insensible à la tension ambiante, le plus grand des intrus, probablement leur chef, à en juger par sa stature, prend la parole d'une voix gutturale. « Mesdames et messieurs, excusez-nous de vous déranger. Merci de nous prêter toute votre attention quelques minutes. Nous allons passer parmi vous afin de soumettre à un test parfaitement indolore et gratuit. Nous vous prions de ne pas sortir de la pièce avant la fin du procédure. En vous remerciant de votre collation. » Sur ces paroles, le chef donne un petit coup à son subalterne en lui faisant un signe de la tête. Ces derniers commencent alors à inspecter les clients assis à leur table à l'aide d'un petit instrument étrange qui émet des sons de clochette à intervalles réguliers. Si le sens exact de son discours a sans doute été perdu sur le trajet entre son cerveau et la mâchoire proéminente, vous soulignez néanmoins l'effort colossal que l'orque a dû fournir pour réciter ce texte appris par cœur. Tout cela semble suspect cependant, et le curieux objet en forme de jarre, ce que s'empresse de trimballer le soldat orc d'un client à l'autre, ne vous dit rien qui vaille. Arrivé à votre hauteur, il se poste entre vous et le pyrobarbare. Son artefact émet soudainement des sons de plus en plus stridents. L'orc semble surpris et fixe le barbare avec insistance avant d'écarquiller les yeux. « C'est lui! On l'a trouvé, chef !» À cette annonce, le chef orc tire une dague de son fourreau. Devant l'éclat de la lame, la tenancière range fébrilement les verres posés sur le comptoir et certains habitués commencent à se lever. Sans lâcher sa corne des yeux, le barbare demande « Et qu'est-ce qu'il me veut, le bleu ?» « Nos ordres sont clairs. On vient collecter le sang de celui qui fait sonner la machine. » D'un geste autoritaire, l'orc pose une petite fiole sur la table et le fait glisser en direction du barbare. Ce dernier vous sourit alors, et sans vous quitter des yeux, il annonce à l'orc « Je dois dire que vous arrivez pile au bon moment, les gars. Justement, on attendait un truc. »« Quel truc ?»« Bah ça !» conclut-il en lançant son poing immense dans la figure de l'orc et finit propulsé dans une table. Alors que la situation explose dans toute la taverne, celui-ci hurle à ses congénères « Chopez-le !» C'est le moment d'agir. Vous pouvez engager combat en 14, tenter de fuir discrètement en 207 ou faire diversion en 223. Je pense que je vais tenter la diversion en 223. Let's go. 223. Ah, de l'action.
Ah, malgré vos efforts, vous restez en dehors de ça. Vous êtes à 2 doigts d'être entraîné dans la bagarre générale où orc, ivrogne et barbare s'affrontent. Soudain, le chef orc se tient devant vous. Il va falloir créer une diversion. Vous pouvez saisir un couteau et sectionner la corde du gigantesque lustre suspendu au-dessus de lui en 204, ou si vous l'avez, utilisez votre sac de grains pour essayer de l'aveugler en 218. Direction la 204. J'ai pas le sac de grains. L'énorme lustre chargé de bougies est suspendu juste au-dessus du chef orc qui s'approche vers vous d'un air menaçant. Refermant votre main sur un couteau de fromage, vous attendez nerveusement le moment propice pour sectionner la corde située juste aux côtés de vous. Le guerrier à la peau bleue pousse un rugissement et s'arrête pour dégainer une dague. Vous profitez de ce moment d'inattention pour trancher d'un coup sec le lien du lustre qui vient de s'écraser dans un fracas assourdissant pile sur la tête de votre adversaire. Célébrant momentanément votre victoire, toutes les cellules de votre corps prennent le temps de se féliciter mutuellement pour ce succès retentissant. C'était malheureusement pas sans compter avec le plancher de la taverne, imbibé d'innombrables traces d'alcool. En quelques secondes, les flammes des bougies embrasent le parquet et se propagent joyeusement. Pire encore, dans un élan de rage, le chef orc essaye de se dégager des décombres pour tenter d'attaquer le barbare aux prises avec un autre combattant. Par pur réflexe, vous jetez votre arme de fortune en direction du barbare, en direction de l'orc, et celle-ci vient se ficher dans son bras. Alerté par son cri de douleur, le barbare se débarrasse de son assaillant et repousse le chef orc blessé d'un violent coup de pied dans la poitrine. Sans aucune hésitation, le colosse vous tire à travers la porte principale afin de vous traîner dans une ruelle secondaire, loin de la foule qui commence à s'agglutiner devant le spectacle de l'incendie en 249. 249. 9. Voilà. Le barbare hydraté, institution centenaire de l'Enonia, vit ces derniers instants devant vos yeux. La taverne part en flammes dans des étincelles pétaradantes et des chuintements de bois brûlant. Malgré l'ampleur de la catastrophe, il semble que tous les occupants des lieux aient réussi à s'échapper. Vous observez les orques rescapés rassembler rapidement leurs blessés avant de s'enfuir sans demander leur reste. Bien joué, gamin. J'aurais pas fait mieux moi-même, s'exclame soudainement votre grand compagnon. Rien de tel qu'un grand feu pour faire diversion. Si tu veux, je peux te former. Tu ferais un excellent pyro-barbare, petit. Très peu pour moi. Haltez-vous en reprenant votre souffle. Mais merci, mais non merci. Dommage. T'as une bonne technique pourtant. Et ce lancer de couteau, du grand art. Mon sac! Vous exclamez-vous subitement. Quoi ton sac? Tu l'as pas perdu, il est toujours sur toi. Faut prendre le temps de respirer, le gamin. Non, je veux dire, mon sac à dos, celui que j'avais toutes mes affaires pour dormir et mes rations. Ah, le gros truc que t'as posé à côté du comptoir? Ben, juste du barda normal, ça, gamin. T'en trouveras d'autres, affirme-t-il d'un air détendu. Et puis, au moins, t'as toujours celui qui est magique. Comment vous savez que je l'ai reconnu, petit? C'était celui de Fanta. Et si te l'a donné, c'est que ça... Et si te l'a donné, ça doit être pour une sacrée bonne raison. D'ailleurs, ouvre-le. Je veux juste y mettre mon grog. Mon grog. Après tout, c'est pas parce que je l'ai pas payé que je l'ai pas... Après tout, c'est pas parce que je l'ai pas payé qu'il est pas à moi. Faut pas gâcher. D'un regard incrédule, vous remarquez la corne qu'il tenait à la main durant toute cette altercation. Vous voyant lorgner sa boisson, il en boit une gorgée jalouse avant d'ajouter nerveusement « J'ai vu ce que t'as fait dans l'auberge. T'es vraiment bien joué, gamin. Si t'avais pas arrêté l'autre abruti sorti du lustre, je l'aurais payé assez cher. Je crois qu'on a mal été présenté. Tu peux m'appeler PB. » Vous sourit-il en vous tendant le bras. Vous l'acceptez et vous lui serrez la main. Billy, mais vous pouvez m'appeler B si vous voulez. Te moque pas, petit gars. Tous mes amis m'appellent comme ça. Et avant que tu me demandes, je te donnerai pas mon vrai nom. Là où je viens, ça se fait pas. Au cas où tu te fasses choper par les gardes, tu comprends? Le déni plausible, tout ça. Et vu l'état dans lequel t'as mis l'auberge, je pense que tu vas bientôt devoir nier pas mal de trucs. Si vous avez montré la lettre de recommandation au PB, poursuivez en 137. Si vous avez récupéré la broche dorée de Fanta dans les ruines de Plante Citrouille, rendez-vous en 107. Bien sûr, j'ai la broche. Bien sûr que j'ai la broche. 107 du coup.
trop loin. 37. Pardon, excusez-moi. Le pyro-barbare ouvre votre besace pour y enfuir sa corne de grog à moitié remplie. En retirant son poing du sac, il en sort par erreur la broche de Vanta que vous avez laissée à Plante Citrouille. Pris par un élan de nostalgie, le géant l'observe pendant quelques instants avant de la remettre délicatement à sa place. Je connais cette broche. C'est Fanta qui l'avait fait de faire. C'est un vieux cadeau, forgé pour rappeler la dette d'honneur que je lui devais. J'imagine que ce vieux loup voulait s'assurer que je resterai avec toi. Eh bien, soit par Zarkan. Un barbare paye toujours ses dettes. À partir de maintenant, c'est toi que je suivrai. Essaye pas trop de mourir ou qu'on s'amuse un peu. Termine-t-il d'un air solennel, mais avec des yeux rieurs. Et perds pas cette broche, hein. Elle vaut un petit paquet de pognon. Cette révélation plaisante vous fait gagner un point de richesse. Oui, point de richesse. Youhou. Dirigez-vous en 90. Votre nouvel ami ne semble pas avoir été trop affecté par ce qui vient de se passer. Vous ne l'aviez pas remarqué dans l'obscurité de la taverne, mais maintenant qu'il est sous la lumière du jour, vous pouvez deviner les nombreuses cicatrices parcourant sa musculature impressionnante. À le contempler en train de réfléchir calmement au milieu de la ruelle, vous comprenez qu'il en a vu d'autres. Ce qui ne vous rassure pas plus que cela. Vous finissez par lui demander « Vous avez la moindre idée de ce que ces orques voulaient faire avec votre sang ? Ou pourquoi ils le voulaient ? » Aucune. C'est bizarre. À part mon adoise à la taverne, il me semble pas avoir de dette en ce moment. Pourtant, ils vous cherchaient, c'est sûr. Et ils le faisaient en utilisant ce drôle de truc brillant que leur chef vous a mis sous le nez. J'en sais rien, mais j'aurais dû partir avec. Sûr que ce truc valait un paquet d'argent, muse-t-il en se grattant le menton. Écoute, Billy. Je sais pas ce qui se trame par ici, mais on se quitte plus maintenant. À sa manière, Fanta m'a demandé de veiller sur toi. Ouais, mais si c'est vous qui attirez les ennuis, alors je les cognerai 2 fois plus fort, rugit-il soudainement. J'ai une dette d'honneur à remplir, et je m'y tiendrai. Parce que s'il y a plus d'honneur, il n'y a plus rien par Zarkan. Vous poussez un petit soupir chargé à la fois d'espoir et de détresse. Pour le meilleur ou pour le pire, vous avez maintenant un allié fidèle dans votre ville. Vous vous seriez bien passé de ses ennemis cependant. Si vous êtes sorti sans faire brûler l'auberge, rendez-vous en 5. Si elle a été réduite en cendres, les citadins commencent à murmurer en votre direction en 270. Génial, j'attire l'attention sur moi. 270 du coup. Oula, trop loin. Trop loin. 277. J'ai pas appris à compter non plus, hein, excusez-moi. Les passants qui ont été témoins de la scène continuent d'observer l'auberge partie en fumée. Certains commencent à s'agiter en vous montrant du doigt. C'est eux qui sont responsables, ils sont sortis les premiers. Le grand a l'air d'enjeu. Mais que fait la garde? Faut les enfermer! Vous là! Halte! Ces dernières paroles proviennent d'une patrouille de garde qui se lance en votre poursuite. Mieux vaut ne pas traîner dans le coin. Pardon, excusez-moi. Si vous êtes équipé d'un kit d'escalade, vous pouvez fuir par les toits en 141. Si votre attaque comporte une fourche ou une lance, vous pouvez tenter de les mener dans un guet-apens en 133. Si vous préférez prendre la poutre d'escampette en courant à toute vitesse, vous pouvez tenter votre chance pour échapper aux gardes en 124. Enfin, si vous préférez la méthode frontale, préparez-vous à vous battre en 19. On va prendre le kit d'escalade, hein, on l'a pas pris pour rien. Donc 141. 141, voilà. Au détour d'une rue, vous lancez votre grappin et l'entendez s'accrocher à une cheminée. « Dépêchez-vous, ils sont partis par là !» hurle le capitaine des gardes à ses hommes. Lorsqu'ils arrivent, votre compagnon et vous-même avez déjà disparu par les toits. Vous épiez les gardes en contrebas en rangeant votre grappin. Le barbare vous murmure « Je connais un endroit pas très loin d'ici où se planquer le temps que ça se tasse. Viens !» Vous passez par les toits et redescendez en 22. 22. Ah, trop loin. 22. Dans l'obscurité de la nuit fraîche, les rues de la ville se sont vidées de leurs âmes. À cette heure tardive, les Lénoniens ont pour la plupart regagné leur logement. Les rares citadins qui sont encore de sortie sont soit ivres-morts, soit à la recherche des cuisses saleureuses d'une catin. D'une pute. Pardon. Le plus souvent les deux. La boisson et les putes. Vous atteignez enfin l'endroit sûr que connaît le pyro-barbare. Un simple relais à chevaux.
J'aime bien l'odeur du foin, affirme-t-il d'un ton qui n'autorise aucune contestation. Et je connais les tauliers, des gens fiables. Ils nous laisseront passer la nuit ici sans discuter. Hein quoi? What? Ah, il y a un texte là-haut. Putain, j'avais pas capté. J'avais pas capté. Ça me dérange pas, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On peut pas passer toute notre vie à se faire poursuivre par des orques, des gardes ou je sais pas quoi. J'essaie d'y réfléchir sur le chemin, justement. C'est vrai que je peux pas vraiment te protéger éternellement si ça continue comme ça. Et ça me donne une idée. D'un geste délibéré, votre compagnon enfuit l'une de ses mains dans votre sac et en extirpe la corne de grog qu'il avait entreposée plus tôt, sans que la moindre goutte se soit renversée à l'intérieur. Ignorant ce détail intéressant, mais peu prioritaire, vous attendez que le barbare finisse de boire avant de l'enjoindre à développer sa pensée. Et du coup, hein? Ton idée, dites-vous en faisant un moulinet de la main. Bah, c'était de boire un coup. Toute cette marche, ça me donne soif. Vous vous pincez les yeux en poussant un soupir de frustration avant de réfléchir à voix haute pendant que l'autre finit sa boisson tranquillement. Les orques de la taverne, ils avaient un drôle de symbole attaché à l'épaule. Comme deux yeux rouges qui se dessinent sur une grosse tache noire. Ça vous dit rien? J'ai bien peur que non. Mais on est à la capitale, il y a forcément des gens qui savent. Ce qu'il nous faut, c'est des infos sur ce symbole. Mais comment faire pour en obtenir? Oh ça, rien de plus simple, gamin. Demain, on aura tous les habitants de l'Elonia. Et s'ils veulent pas nous dire, bah je les frapperai dans la bouche jusqu'à ce qu'ils le disent. Et s'ils en savent rien, bah ils s'en remettront. Plongé en pleine réflexion suite à ces échanges, vous vous apprêtez à approfondir la stratégie un peu simpliste de votre ami avant qu'un ronflement tonitruant ne vienne troubler le silence. Vous vous recroquevillez sur votre paillasse en utilisant votre sac comme oreiller. Vous ignorez si votre journée a été la pire de votre vie ou si elle annonce au contraire un maigre espoir pour votre avenir. En tout cas, elle fut beaucoup trop longue. Trop épuisé pour gérer vos émotions, vous sombrez dans un profond sommeil. Cette nuit paisible au fond de l'écurie vous fait gagner 4 points de vie, plus 2 points de vie si vous disposez de la marmite. Si vous avez le kit de soins, n'oubliez pas de multiplier les points de vie récupérés par 2. Donc je regagne 4 points de vie, plus 2 si j'ai la marmite, mais bon, mon max de points de vie, il est à 6. Ouais, normalement il est à 6. Hein. Ouais, ça, il est à 6. Il est à 6. Bravo. Je suis full PV. Ça va, tout va bien. Passer une nuit sans rêve en 12. Nous avons trouvé l'homme, maître. L'artefact affoné. Il est très fort. Alors ça me fait pas de doute. C'est bien celui que nous faire fond. Ayant terminé son rapport, le chef orc de l'auberge se remet péniblement au garde à vous. Du fond des ténèbres de la pièce, une voix puissante et d'un calme terrifiant résonne. Il devrait être là, à genoux devant moi, mais il ne l'est pas. Vous avez failli, et vous savez que l'échec n'a pas sa place dans mes rangs. Après un bref instant de réflexion, la voix poursuit. Je vous laisse le choix de votre mort. Vous désignerez vous-même lequel de vous trois me rapportera la tête des deux autres. Allez! Merci, maître. Sans demander leur reste, les guerriers blessés quittent la pièce aussi rapidement que possible. Désormais seule, une silhouette immense et radiante de danger se détache de l'obscurité d'un pas puissant. Elle se dirige vers un guéridon sur lequel une serre se met à luire à mesure que l'ombre s'en approche. Ainsi te voilà enfin. Je n'ai que faire de celui qui t'accompagne. Ton sang sera bientôt entre mes mains. Adresse-t-il en direction de la boule lumineuse dans laquelle il observe votre image et celle du pyro-barbare, marchant côte à côte. La vision est furtive et la boule déjà perd son éclat, jusqu'à ce que votre reflet finisse par complètement disparaître.
Sans bouger de sa position, la voix du Seigneur Noir tonne dans toute sa demeure, aussi froide et implacable qu'une pierre tombale. Funeste. Massacre. Mortel. À moi, mes généraux. À cet appel surgissent tour à tour 3 créatures. La première ouvre la porte et pénètre dans la pièce d'un pas lourd avant de poser un genou devant son maître. Il s'agit d'un orque gargantuesque à la peau sombre, arborant un casque déplumé et une tenue disparate, trophée de ses violentes victoires. Derrière lui retentissent de nombreux cliquetis qui crissent sur le sol. Dans un sifflement surplombant un corps terrifiant d'araignée géante, une belle femme au visage sévère fait une courbette révérencieuse en pliant ses pattes de avant, acérées comme des lames de rasoir. Dans ses 6 yeux se lisent une admiration et une dévotion sans faille pour la voix qu'il a invoquée. Enfin, comme appelé par l'arrivée des 2 autres, un elfe fin à la démarche gracile, doté d'une tenue fabuleuse, exécute un pas de danse alambiqué avant de s'incliner en lançant sa longue chevelure blanche tomber sur son visage. De prime abord, les 3 serviteurs semblent extrêmement différents les uns des autres, mais les yeux de chacun connaissent le goût du sang. « Que voulez-vous, maître ?» demande l'orque géant. « Vos désirs sont des ordres, » ajoute l'arachnède. « Et vos ordres sont nos désirs, » termine l'elfe svelte. L'ombre massive examine les formes de ses serviteurs avant d'annoncer d'une voix puissante « Vous avez entendu l'orque. Nous l'avons trouvé. Il est encore à Lénonia et fait route avec un enfant. Massacre. C'est toi que je désigne. C'est toi que je fais l'honneur de me ramener son sang. Reviens victorieux. Ou ne reviens pas. Qui c'est cette vision des ténèbres en vous réveillant en sang. Et pas en sang le liquide. On arrive à l'acte 1. Je vais taper une petite pause. Je vais aller boire un coup parce que je suis très asséché. Je vais en profiter pour prendre à boire. Ça va me faire du bien.